On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La semaine dernière, il a commencé à nous parler de la Côte-Nord parce qu'il est allé à plusieurs reprises dans les années 70-80. Mais là, évidemment, avec la pandémie, on pouvait pas aller à l'international cet été. Donc, il est retourné sur la Côte-Nord. Je parle ici de Paul Laforêt. Notre grand voyageur, globetrotter et photographe, on le reçoit souvent à l'émission. Dans les dernières semaines, on parlait entre autres de ce grand voyage l'an dernier, tout juste avant la pandémie, au lac Baïkal en Sibérie, en Russie. D'ailleurs, il a mis quelques photos sur sa page Facebook personnelle dans les derniers jours. C'était très intéressant aussi. Puis la semaine dernière, on avait commencé à parler de la Côte-Nord parce qu'il est retourné l'été dernier. Il ne pouvait pas aller très, très loin l'été passé. Donc, c'était une excellente idée de retourner sur la Côte-Nord. Paul Laforêt est avec nous. Bonjour et bienvenue. Puis, Paul, dans le fond, la semaine dernière, on s'est surtout attardé à tes premiers voyages ou à ta découverte de la Côte-Nord dans les années 70-80, ce qui nous amène un peu aujourd'hui à reparler du fait que tu es retourné, évidemment, l'été passé. Mais surtout, ce que tu veux nous amener d'entrée de jeu, on parle souvent de la Côte-Nord, mais il faut mettre une barre oblique et parler de la Mingani. Oui, c'est évidemment, la Mingani fait partie de la Côte-Nord. Ouais. D'ailleurs, la région de la Côte-Nord, là, Claude a une carte dans les mains, on montre très bien. La Côte-Nord commence avec le Saguenay. Tadoussac, là, ouais, c'est le départ. Alors, si on regarde les distances, OK? Quand on part de Saint-Jean vers Tadoussac, là, c'est aux environs de 500 km. Ouais. De Tadoussac à Rivière-au-Tonnerre, c'est... oui, c'est 550 environ. Bonne trotte aussi, ouais. Bon. Et de Rivière-au-Tonnerre à Kegaska, c'est presque 300. Alors, si on additionne tout ça, on arrive à 1350. Moi, j'ai noté 1400 déjà. Alors, si on veut aller faire la photo, la dernière photo à Kegaska, il faut faire pratiquement 1400 km d'ici. Ouais. Pourquoi je parle de la Mingani? Parce que, bon, la Côte-Nord, évidemment, c'est vaste. C'est une région extrêmement grande au Québec, mais en même temps, j'aurais pu parler de Bécomo, j'aurais pu parler de Sept-Îles et de différents gros villages qu'on rencontre jusqu'à Sept-Îles. Sept-Îles, c'est quand même assez bien connu. Ça a toujours été la ville du fer particulièrement. Bécomo est connu pour son électricité, entre autres, Manicouagan-Moutarde, et entre autres une usine d'aluminium extrêmement importante. Les silos Cargill sont installés sur le bord du fleuve. Bon. Mais je ne voulais pas m'attarder tellement autour de tout ça. Comme Tadoussac, l'été passé, quand je suis passé, il y avait un monde fou là. Ce n'est pas l'objet, pour moi, qui me fait toucher la corde sensible autant que quand j'arrive en Mingani. Puis la Mingani, là, ça commence à Sheldrake, qui appartient à Rivière-au-Tonnerre. C'est une fusion, ça. Et je me souviens, Sheldrake, à l'époque, avec mes groupes d'âge d'or, dont je te parlais la semaine dernière, on arrêtait au magasin général du village, puis un ancien magasin général qui vendait de tout. Des bottes, des râteaux. Magasin général. OK? Il n'existe plus, le magasin général. Rivière-au-Tonnerre, d'ailleurs, je donne juste des chiffres de population. Pour le fun, vois-tu, la Côte-Nord, c'est 92 000, un peu plus de 92 000 habitants. Si on regarde Sept-Îles, Bécomo, Port-Cartier, c'est 57 000. Il n'en reste pas gros pour les autres. Puis là-dedans, il faut mentionner que de l'autre côté de Kegaska, il y a d'autres villages, parce que de Kegaska jusqu'à Blanc-Sablon. Blanc-Sablon, c'est environ 400 km. C'est le gouvernement du Québec, c'est Jean Charest en avait parlé, décidé de faire la route, c'est à peu près 400 km. Oui, ça se fait uniquement en bateau, là. Pas de uniquement... Kegaska jusqu'à Blanc-Sablon. Ouais. Ben, il y a des segments de route, là, mais... Non, attention, on peut la faire par la terre. D'ailleurs... Oui, mais là, c'est toute une run, là, mon Paul. Là. Oui, je vais te dire combien. 2300 km. Oui, c'est ça, il faut monter puis redescendre. Écoute, oui, c'est quelque chose. Mais je me suis rendu, moi, à Goose Bay, Labrador, en mars, au début des années 90. Et je vais t'avouer que j'ai eu des frictions à certains endroits. Mais revenons. Ouais. Je pense à Rivière-au-Tonnerre, 307 habitants. Magpie, 100. Aguaniche, 245. Là, je vais demander à Claude aujourd'hui de concentrer ses photos sur l'émission, sur les villages, les photos que j'ai faites, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Je ne veux pas qu'on touche aux îles pour le moment.
OK. Même, non. On reste sur la côte. Oui, on reste sur la côte, puis on reste en Mingani. La Mingani, là, comme j'ai dit tantôt, c'est 300 Mais km. pour toi, la Mingani, c'est de Rivière-au-Tonnerre C'est jusqu'à Rivière-au-Tonnerre. Kegaska? C'est pas juste pour moi. Ouais. Non, mais Oui, la définition de la Mingani, là. oui c'est ça. C'est, d'ailleurs, Mingani, les îles de Mingan, tout ça se tient. Je pense, évidemment, Sheldrake, là, 279 habitants, puis Sheldrake, j'ai l'impression que ça recule. Non seulement là, mais à d'autres endroits aussi, parce qu'il y a les attirances vers les grands centres aussi. Un village avec lequel j'ai connu un succès fou sur Facebook, là, c'est Baie-Joanne-Betts. Oui, oui. Comment est-ce qu'on appelle sur Facebook pas les transferts, là, mais les partages? Là? Ouais. Sais-tu combien de partages j'ai eu pour ce village-là? Devine. Je sais pas. 69. OK. Si habituellement, je mets des photos, j'ai 10, 12, 15 partages, mais 69, le village est marquant. D'ailleurs, le fameux village en question, il y a 81 habitants. Mais, toi, quand tu es allé, tu t'es rendu jusqu'où? Jusqu'à Kegaska. Kegaska. Ah, tu te souviens de Baie-Joanne-Betts? Ben oui, On ne peut tout à fait. pas l'oublier. On arrive par la 138 et vers le nord, sur notre gauche, là, on a le village qui est de toute beauté. Une des caractéristiques de la Côte-Nord comparativement à la Gaspésie. La Gaspésie appartient aux Appalaches. On est en zone de calcaire. Tandis que sur la Côte-Nord, on est en zone de rochinier. On est dans le bouclier canadien. C'est pas le même type de roche. Et le fameux village est installé sur de la belle roche arrondie, comme la grosse fesse qu'on a là. Et c'est pas la même végétation. Non plus. Mais c'est ça qui est frappant. Parce que tu te dis, ouais, c'est à peu près à la même hauteur que la Gaspésie, mais la différence du nord fait toute une différence entre la végétation de la Gaspésie et la végétation sur la Côte-Nord. Ça n'a aucun rapport. Là. D'abord, il y a beaucoup de facteurs, là, je ne passerai pas une demi-heure là-dessus, quand on pense aux vents dominants. Les vents dominants, chez nous, sont d'ouest. Bon, ça n'aide de rien, mais à Saint-Jean, tu as peut-être remarqué, là, les vents d'est, chez nous, c'est pas C'est souvent. rare. De temps en temps du sud, occasionnellement du nord. D'ailleurs, demain, je mets sur Facebook la fameuse tempête de 71. J'ai fait des photos dans le temps. Je ne reviendrai pas là-dessus, là, C'est bon. mais on en reparlera. Baie-Joanne-Betts, Natashquan, évidemment. Baie-Joanne-Betts, là, j'ai des photos vraiment. La couleur aussi. Il faisait très beau cette journée-là. Je m'en allais jusqu'à Kegaska et j'étais allé aussi luncher sur la côte, de l'autre côté de la baie de Baie-Joanne-Betts. À Gouanich, j'ai des photos intéressantes. À Gouanich, par contre, on n'a pas une situation très particulière du village, mais par contre, il y a des dunes de sable sur le bord de la mer qui sont drôlement intéressantes. Natashquan, évidemment, c'est le pays de Vigneault, mais pour moi, c'est quand même bien. Mais je ne peux pas dire que c'est la folie quand j'arrive là, mais Ouais. qu'est-ce que tu allais Mais il dire? faut que je te raconte une anecdote. Vas-y, parce vas-y. que quand j'y suis allé, il y a quoi, 4-5 ans, on arrive à Natashquan. Et là, le premier réflexe, c'est de dire on va aller voir la maison de Gilles Vigneault. Bon. Là, finalement, on rentre dans Natashquan. Mais Natashquan, c'est une rue. Au bout, il y a comme une espèce de resto-bar avec une terrasse, qui est très jolie d'ailleurs, qui a été tout rénové. Et là, on s'installe, on prend une consommation. Et là, je me dis, bon, ben, il faudrait bien trouver la maison de Gilles Vigneault. Donc, je prends mon téléphone parce qu'il faut savoir que le réseau cellulaire à Natashquan, ils ont des tours cellulaires depuis peut-être 2014-2015. Donc, le cellulaire se rend maintenant jusqu'à Natashquan. Donc, je prends mon téléphone, Google Maps, et là, je rentre maison Gilles Vigneault. Et là, ça me dit, vous êtes à 150 mètres de la maison. J'ai dit, 150 mètres. Pour finalement m'apercevoir que finalement, elle n'a jamais été mise en valeur parce que Gilles Vigneault lui-même a refusé l'aide quand Mme Marois a été première ministre pendant 1 an et demi. Elle voulait l'aider pour restaurer la maison et tout ça, et Vigneault a refusé l'argent du gouvernement. Si bien que la maison de Gilles Vigneault, c'est comme un cabanon abandonné, qui n'est pas mis en valeur, et il n'y a pas d'affiche du gouvernement qui nous dit « Maison Gilles Vigneault dans 2 kilomètres », ça n'existe pas. Donc, finalement, on était un peu déçus, mais finalement, on était à côté. Vois-tu, là, si tu me demandais est-ce que j'ai vu la maison, les toutes premières fois que je suis allé là-bas, je me souviens de l'avoir vue, mais honnêtement, dans ma tête, là, le plus beau souvenir de Natashquan, de toute façon, c'est pas la maison de Vigneault. Non, tout à fait.
c'est tout simplement les galets, ces fameuses petites cabanes qui sont sur des dômes de roche et qui servaient déjà d'agrès de pêche, tout ça, on remisait. Et c'est devenu un monument historique, ça. C'est très bien entretenu. Pour moi, je compare ça un peu à la Tour Eiffel de Paris. C'est une marque de commerce. Et quand on voit les galets de Natashquan, on sait qu'on est à Natashquan, un peu comme quand on voit le Rocher Percé chez nous, on sait qu'on est en Gaspésie. D'ailleurs, le Rocher Percé, soit dit en passant, a été véhiculé beaucoup à travers le monde. Du Québec, c'est sans doute l'image la mieux connue. Pourtant, les îles de Mingan sont nettement supérieures à tout ça pour moi. Tout à fait. Je ne veux rien enlever au Rocher Percé, la question n'est même pas là. Mais la prochaine émission, on commence dans les îles. Mais tu sais, Paul, la grosse différence aussi, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on va en Gaspésie, il y a une industrie touristique, évidemment, qui est bien implantée, les tours de bateaux, puis bon, tout le kit. Quand on va sur la Côte-Nord, il n'y a pas ce même genre d'organisation-là. On est beaucoup plus, comment je dirais, c'est moins organisé. Mais attention, demain, pas demain, la semaine prochaine, je vais faire mon premier tour des îles de l'Ouest. Je vais parler de l'organisation actuelle. Oui, parce que Parc Canada s'en charge aujourd'hui. On ne s'embarque pas trop là-dedans, là. Mais c'est beaucoup mieux structuré que c'était. Par contre, il y a des avantages et des inconvénients à toutes les situations. Il y a 2 villages là, sur lesquels il faut que je m'arrête en Mingani. Évidemment, il y en a plusieurs, comme Rivière-Saint-Jean, 239 habitants. Mingan, qui est la réserve. OK? On est en pays Innu ici. Mais moi, cet été, je suis resté à Longue-Pointe. Longue-Pointe, d'ailleurs, j'avais connu la famille Loisel dans le temps avec Madame Loisel qui est décédée. Actuellement, c'est les 2 filles qui ont pris la relève, Suzy et Nicole. Une s'occupe du camping, l'autre s'occupe de la location de bateaux pour aller dans les îles qui partent complètement à l'ouest. Et les Loiselles, d'ailleurs, justement, j'ai parlé à Suzy hier, voulaient avoir des nouvelles de la tempête. 50 cm de neige là-bas. Ouais, la route 138 était fermée. Et par contre, je reviendrai à Pierre à ma prochaine émission à ce sujet-là. Alors, Longue-Pointe, c'est quand même un village de quoi? J'avais ici en note, c'est 479 habitants. C'est quand même pas très gros. Mais par contre, le village était très beau. Son école secondaire, par exemple, qui est là. Le fameux trottoir de bois sur le bord de la mer. Le camping de Longue-Pointe est installé au bout du village. Et l'été dernier, je t'assure qu'il y avait du monde là. J'étais chanceux. Le camping, ils ont quelques roulottes à louer. Mais Havre-Saint-Pierre, là, je ne sais pas où j'en suis dans mon temps, parce que je t'ai dit tantôt... 11 minutes précisément. 11 minutes, bon. On est à mi-chemin. Havre-Saint-Pierre, là, c'est vraiment le centre de la Méganie. Quand je reviendrai avec Roland Jonf tantôt, Roland Jonf est venu au monde là, mais Havre-Saint-Pierre, que j'ai connu, Claude, qui a fait le montage la semaine dernière, il y a une photo qu'il a mise que j'ai beaucoup aimée. Il a montré la bordure de la plage du village. On voit en arrière l'hôpital. Oui. J'étais surpris de voir l'hôpital de 1978 et la plage. Il n'y a pas de quai. Toi, quand tu es monté sur le bateau, là, la marina est installée? Oui. La marina, il y a aussi maintenant un petit restaurant-terrasse qui est tout juste à côté de l'hôpital, d'ailleurs, sur le bord de l'eau. Là, oublie tout ça. Là, à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait rien. C'est ce que j'ai raconté la semaine passée. Quand tu parles d'époque, ça m'a marqué parce que quand on est allé il y a 4-5 ans, cet été-là, il y avait un événement à Havre-Saint-Pierre. Et l'événement, c'était quoi? C'est à la suite d'une pétition, on a ouvert un Tim Hortons. Et c'était la folie au service à l'auto pour aller chercher un café et un sandwich au Tim Hortons. Donc, le monde voulait un Tim Hortons, puis ils ont fini par l'avoir. C'était très curieux de voir, dans un village, une ville ou un village de 3500 habitants, comment il y avait un engouement sur le fait qu'on venait d'avoir un Tim Hortons. Bon, il faut dire qu'on
on est quand même loin. Havre-Saint-Pierre, c'est 1100 km d'ici. Non, je sais. Puis c'est Longue quoi? Pointe C'est de 2 heures Mingans. au moins de cette île, là, un peu plus, à peu près. C'est Un bon 2 heures. ben, de Bécomo, là, quand 4 heures. je mets, mettons, 4-5 heures, mais il Ouais. faut dire que là, j'arrête souvent, ça fait que ça... Mais c'est pas... Mais juste avant d'aller un peu plus loin, tu sais, parce que la semaine passée, on parlait de tes nombreux voyages dans les années 70-80 sur la Côte-Nord. On comprend que tu as voyagé à l'international beaucoup dans les dernières années. On comprend que l'été passé, on ne pouvait pas aller très, très loin. Qu'est-ce qui fait l'été passé que finalement, tu as fait le choix d'aller sur la Côte-Nord? Mais ça faisait 3 ans que j'attendais ça, je te l'ai dit. Moi, je devais retourner. OK. Je voulais raconter parce que... Donc, c'était ton intention d'y retourner. Ah, c'était clair. C'est juste que l'année passée, évidemment, avec les restrictions, ben Et c'est ce qui fait que la pandémie ne m'a pas frustré parce que j'ai fait quelque chose à mon goût. Sauf que en juillet-août, quand je suis allé là, mais il ne faut pas que j'oublie de continuer sur Havre-Saint-Pierre, hein, parce que ça a changé drôlement. Là. Je voulais prendre le temps de parler de la Minganie, puis de raconter, puis de parler aussi de Jonf à travers tout ça, parce que pour moi, la Minganie, c'est un tout, puis c'est pas juste 2021 ni 2020. Ouais. C'est beaucoup plus que ça pour moi. Mais en même temps aussi, tu sais, tu nous parlais de tes premiers voyages sur la Côte-Nord. Ton dernier avant l'année passée, c'était quoi? Fin 90? La dernière fois que je suis allé sur la Côte-Nord, c'était 2001. 2001. Je vais dire pourquoi. Je suis allé au village de Harrington Harbour Ah oui, OK, en haut. l'année avant que le film de La Grande Séduction sorte. OK. Le regard que tu avais sur la Minganie en 2001, puis le regard que tu as eu l'été passé en 2020, qu'est-ce qui a changé? Oh boy! D'abord, il faut considérer que Parc Canada est arrivé en 1983-84. Ils ont fait des offres, d'ailleurs, on peut le lire dans les documents de Jonf, d'aménagement, etc. Ils mettaient 12 millions dans le temps. Ça a changé le portrait parce que forcément, là, ils ont construit, il y a eu une marina d'installer. La marina a changé le portrait drôlement du village. Il faut penser aussi qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a 4 centrales hydroélectriques. Je vais revenir là-dessus dans une émission. Bon, alors, le portrait de Havre-Saint-Pierre A changé. il y a aussi la fameuse la mine du lac Allard à l'intérieur, mais ça, c'était déjà existant en 78. Okay. C'est pas nouveau. Et Jonf, d'ailleurs, parle de cette période où les hommes délaissent la pêche pour aller travailler à la journée, comme il le dit. Ouais. Bon. Et Havre-Saint-Pierre a changé de portrait avec l'arrivée de Parc Canada, même si, pour moi, l'autre portrait d'avant, quand je montais sur le bateau avec Jean-Marie, son fils, qu'on a vu en photo la semaine dernière, le fils de Roland, ces 2 gars dont la voix, je ne pourrais jamais rendre cette voix-là, moi. Et c'était un autre coup d'œil qui manque actuellement. Mais il faut juste peut-être remémorer, parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'émission la semaine passée, Paul, fais juste nous dire rapidement, c'est qui Roland Jonf? Je vais te lire j'ai un petit document ici. Roland Jonf est venu au monde le 26 août 1917 et moi, je suis venu au monde le 25 août. On est 2 vierges. Ouais, mais tu n'as pas dit quelle année, là. 39 mois. Okay. Beaucoup plus jeune quand même. Donc, il est beaucoup plus vieux que toi. Oui. Il fait ses études terminales. Il est pêcheur, secrétaire trésorier de la coopérative de pêcheurs de la région, sacristain, et c'est à l'époque où il est sacristain que là, il y a beaucoup de prêtres et de clercs saint-viateurs qui viennent à Saint-Pierre. Et Roland, comme c'est son monde, puis c'est un visuel au maximum degré, il les amène aux îles et il leur montre les roches. Les prêtres en question font des photos. Ils lui écrivent. Puis ils demandent à Roland, est-ce qu'il y a des noms pour les roches? C'est là que Roland raconte, comme il le dit très bien, il s'est acheté un petit Kodak, c'est son terme, ça, un petit Kodak. Il a commencé à faire des photos et à nommer les roches. Mais il est allé beaucoup plus loin que ça. Il les a plus que nommés. Il en a fait des poèmes, d'ailleurs. Ouais. Et ça, ce n'est pas un poème, par exemple. Okay. Mais j'aimerais que tu racontes... S'il nous reste assez de temps, là, parce qu'il faut que je te parle de l'Université des Grands Fonds, mais en même temps, j'aimerais que tu
ça, c'est Jonf qui écrit. OK? Il raconte son premier voyage en bateau. Lis au moins le premier paragraphe pour le plaisir des... Ça dit « Mon premier voyage sur l'eau ». Et là, c'est écrit en lettres attachées. Là, c'est pas Et c'est Roland qui parle. Donc, la première fois que je suis allé sur la mer, je m'en souviens, pourtant, je n'avais que 5 ans. J'allais avec sa barge de pêche pour voir s'il y avait du bois de marée autour des îles. Il m'avait amené avec lui à l'île de Niapisco. Niapisco. Tu es allé, d'ailleurs. Oui. Je me souviens de cette vieille barge avec 2 mâts. Sur le mât d'en arrière, il y avait ma dune avec une petite boule de bois sur le bout. Jour en faire la finition. Bon, j'ai de la misère à lire, là, mais dans le fond, il parle de qui? Il parle de lui. Oui, mais qui l'a amené là? C'est son père. À son père, OK. D'ailleurs, là, OK. il faudrait lire la page complète, là, mais comme je veux te parler de l'Université des Grands Fonds ce matin, je vais te lire son fameux poème, parce que la semaine passée, je t'ai parlé de l'Université des Grands Fonds. Mais c'est quoi l'Université des Grands Fonds? Justement, je vais répondre. Bon, c'est ça. Tu vas avoir la réponse si tu écoutes attentivement. Mais vas-y, tu Paul, ne on peux t'écoute. pas ne pas trouver. Au sud, Anticosti, la Gaspésie. Au nord, la côte, la Méganie. À l'est, Terre-Neuve, l'océan. À l'ouest, la province, le pays. En haut, pas de couverture. Pas de plafond, la nature. L'espace, la hauteur, l'infini. Là, il parle de l'éclairage. La nuit, les étoiles, la lune, la lumière de tout le monde. Au clapotis de la seconde, pas de fenêtre, pas de rideau, pas de mur, l'horizon, le mirage. La brume, les nuages, le grand large. Un seul étage, pas d'escalier. Tout le monde au même plancher. Au sous-sol, un grand musée. Le musée dans la marée, des baleines, des flétans, des morues, des harengs. C'est creux, c'est mouvant, c'est profond, c'est vivant. Toutes les espèces de vie, c'est là les grands bancs, la galerie de la vie, l'univers des grands fonds. Les cours, ça commence au petit jour, le contour, le détour, tous les jours. Dans le grand large du matin, chacun sa place sur les bancs. Dans le grand large de la nuit, chacun son rêve dans l'esprit. Le professeur, toujours le même, l'éternel, la vie, la vérité, le réel, celui qui est, qui était, celui qui regarde, qui écoute, qui attend, la vie, la nature, la mer, tout l'air du temps, les pensées, les journées, les milliers d'années. Dans les murmures de la houle, avec les godes et les goélands, le temps se passe où il se coule, comme remous dans les courants. Dans le houlis de la marée, un bruit de rame ou de poulie, avec le rêve ou la pensée, les souvenirs ou les oublis. Dans le silence des grands fonds, ayant connu bien des anciens, entre la rive et les hauts fonds, à l'espérance des Caïens. Dans le mirage du grand large, toute une vie est dans la mer, c'est l'existence d'un village sur les chemins de son espoir. Comme une école de jeunesse, tu as marqué nos jours d'été, en écoutant toute la sagesse de l'univers en liberté. Jonf, quand j'étais avec mes groupes d'âge d'or le soir du diaporama, s'il avait présenté juste des photos, comme les gens verront sur l'écran, bon, ça aurait été un diaporama. Il faisait beaucoup plus que ça. Ouais, c'est ça. Lui, il racontait ses photos sous forme de poèmes. Ouais. Disons qu'une heure et demie, à peu près, maximum, son diaporama. Il devait y avoir une bonne heure de consacré et ça roulait comme ça. Ce qui fait que, dans la salle, tu pouvais entendre voler une mouche parce que là, tout le monde était arrivé sur les textes et sur ses poèmes. On va se laisser là-dessus, Paul, parce que le temps file, la vie valeur, mais ce qu'on comprend, c'est que Jonf a eu une influence sur la Côte-Nord elle-même et sur tes premiers voyages, et encore aujourd'hui, il est dans ce souvenir-là. Je ne pourrais pas venir ici parler de la Méganie et des îles de Mégan sans parler de Jonf, parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. Tout à fait. On s'en reparle la semaine prochaine. Ça marche. Salut, Paul. Plaisir. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Directeur du service de la culture, des loisirs et du développement social à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un autre ordre, mais t'es tous nommés. Mario Bastien. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Quel nom souhaitez-vous donner au nouveau pont dans le Vieux-Saint-Jean? On peut voter jusqu'au 14 mars. Il y a 4 choix de réponse, dont celui de le maintenir Pont-Gouin. À vous de choisir. Vous pouvez voter, bien sûr. Vous avez l'adresse actuellement au bas de l'écran. Donc, important de s'exprimer sur le sujet du nom du nouveau pont. À demain. Bye-bye.